Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Morgane Lethic. Et Morgane, dans l'ouvrage Les questions orphelines, c'est un ouvrage qui est en 4 parties, en 4 temps, 4 étapes du cheminement de la vie de Billy. Oui, tout à fait. Ce que je voulais montrer, en fait, à travers ces différentes parties, c'est vraiment tout le cheminement psychologique qu'il fait du début à la fin, avec cet élément déclencheur, donc qui est les problèmes de santé, la dégradation de la santé de son père, et de montrer justement comment il est amené un peu à cheminer. Il le dit lui-même, hein, la vie m'a pris un peu par la peau du cou, hein, il a fallu que je devienne adulte par la force des choses, et comment justement de cet état d'adolescence un peu qu'il a maintenu, et cette sorte de léthargie psychologique, affective, il est obligé donc de sortir de cet état-là pour prendre en charge la fin de vie du père, et ça l'amène évidemment au travers du roman à rencontrer aussi des personnes, des femmes avec qui ça va plus ou moins bien marcher, mais au bout du compte, en fait, ce qui va clore en fait tout ce parcours psychologique de deuil et puis de résilience, c'est la naissance de sa fille à la fin du roman. Et Billy, s'est toujours construit en fonction de son papa aussi. Oui, en fait, il a construit sa vie vraiment en fonction de son père, c'est-à-dire sa mère ayant disparu au bout d'un certain temps à l'attendre dans cette maison. En fait, le père a décidé de couper avec ce passé-là, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de leur vie en quittant la maison et en quittant le pays. Le père est d'origine américaine, donc ils sont partis dans la banlieue de Boston. Donc il avait 10 ans, son frère 3 ans de moins. Et en fait, ça a été vraiment un très grand déchirement dans la mesure où, en plus, le père, le silence est installé. Et de façon, là encore une fois, on a du mal à l'imaginer, mais c'est vraiment ça qui s'est mis en place, c'est-à-dire un énorme silence et donc une forme de déni, en fait, quelque part de ce qui est arrivé, mais on avait un cratère quelque part au milieu, entre trois, qui était la disparition de cette femme, de la mère et donc de la femme de Samuel. Et partant de là, si vous voulez, ça a été un énorme traumatisme, et ça a été le début de la rupture aussi avec le petit frère, qui lui n'a pas supporté en fait que finalement le processus de deuil n'ait pas vraiment eu lieu à ce moment-là. C'est un enfant qui avait besoin de parler, qui avait besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et ils se sont donc installés aux États-Unis. Donc là, quelque part, déjà, effectivement, il suit le père. Puis un jour, le père lui annonce, écoute, j'ai racheté la maison de Montréal. Et là, lui, à cause de cette décision-là, va partir pour une 15aine d'années en Angleterre parce qu'il est incapable de revenir dans la maison de son enfance. Donc là encore, il n'en parle pas, il ne dit rien à son père, il s'éloigne. J'ai trouvé du travail, ce qui n'est absolument pas le cas, mais il fallait absolument qu'il s'éloigne. Mais étant quand même attaché à son père, chaque année, il revient l'été, il le retrouvait à Boston, et il partait ensuite pour des périples à travers les États-Unis. Et au final, ce père qui dépérit, il doit revenir vers lui. Donc les grandes étapes de cette vie, les grandes fractures de sa vie sont liées effectivement au choix de son père, ou également à la vie parce qu'il n'a pas choisi de dépérir, mais vraiment aux étapes de la vie de son père. En fait. Et ça va être troublant pour Billy justement de retourner dans la maison, de vendre des trucs, retrouver des objets qui vont lui rappeler des souvenirs. Oui, qui vont lui rappeler des souvenirs, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, cette maison, elle est criblée de silence, littéralement. Il retrouve cette maison qui, en fait, comme elle a appartenu à d'autres, à un moment, il y a eu quand même des travaux qui ont été réalisés, mais il retrouve des éléments de tapisserie, il retrouve des éléments de son enfance. Le père, en fait, qui avait tout ramassé les affaires au moment où ils ont quitté la maison de Montréal, il les a gardées. Et au moment, donc, il ne sait pas trop ce que son père en a fait, mais certainement dans un garde-meuble. Et quand son père est revenu, en fait, à Montréal, il a tout réinstallé à l'identique. C'est-à-dire même la chambre, par exemple, de son frère, on ouvre un tiroir, on va retrouver des petits jouets de son frère. Tout a été replacé à l'identique. Et donc, il faut qu'il revive avec ça, qu'il fasse ça, et qu'il liquide ces affaires-là, en sachant que son père n'est pas mort. Donc, il a toujours un peu au départ l'impression que il va passer le seuil, il va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce que son père gardait tout le temps. C'était quelqu'un qui gardait tout. Et là, il se retrouve, il faut qu'il liquide. Il est seul à prendre les décisions. Donc, il commence par les affaires de son enfance en se disant « C'était à moi. » Et puis, c'était à mon frère.
Donc, il commence à liquider ces affaires-là, mais il y a un énorme travail de liquidation à faire, matériel et psychologique, et il est véritablement seul pour le faire. Parlons aussi de la relation avec son frère, qui Oui. voit pas beaucoup, son frère qui est du côté de Toronto. Mhm. Et on apprend dans l'ouvrage que son frère est un homosexuel, mais qui a jamais avoué à lui et à son père. Un autre qu'il est- silence, oui. Un autre silence dû, bon, déjà à la tradition familiale du silence, mais un père, donc, si vous voulez, qui est beaucoup dans le déni, puis un père qui n'était absolument pas capable d'assumer un fils homosexuel, qui n'avait pas l'éducation, en fait, pour ça. Et donc, le fils n'en a jamais parlé. Billy l'a deviné cette homosexualité-là. Mais en fait, c'est effectivement sans doute l'un aussi des moteurs du départ de son frère, même si à l'origine, c'est vraiment la disparition de la mère et le fait que ça a été très mal géré au niveau de la relation et de la communication avec les enfants. Donc, c'est effectivement pour ça qu'il s'est évadé. Mais évadé, oui, d'une certaine manière, lapsus révélateur, qu'il a fui. Dès ses 18 ans, il a fui. Et ce que je voulais montrer, c'est comment les deux garçons ont réagi de façon différente. C'est-à-dire que le frère, lui, a décidé, Michael a décidé de partir et a considéré que le père était coupable. Et donc, coupable de la disparition de la mère et puis coupable de cette fin du monde qu'il avait vécue, et en ne se fixant uniquement que sur les défauts de caractère du père. Et pour ça, c'est sûr qu'il en avait. Billy, lui, de son côté, ce qu'il dit, un petit détail c'est que le père était présent. Il a été présent, il était présent physiquement. Puis, qui là, on est tous, je dis pas, on a peut-être tous eu des parents merveilleux, mais je pense qu'un certain nombre d'entre nous, on a eu aussi un père ou une mère qui n'était pas génial. Qui répondait pas aux besoins qu'on avait. Aux besoins, forcément, qui était maladroit, qui était tout ce que vous voulez, mais qui était là. Et le père, par contre, a toujours été extrêmement présent auprès de ses fils, et évidemment, particulièrement auprès de Billy, parce que Billy le recherchait, et il disait, moi, quand j'allais faire mes entraînements, parce que Billy était très sportif, quand j'allais faire mes entraînements, le hockey au Canada, puis après, ça a été le football américain, quand je sortais de mes entraînements, mon papa me demandait comment ça allait. Et en fait, rien que cette petite phrase-là, et puis ça aussi, on a vécu avec des gens extrêmement pudiques, cette petite phrase-là, parfois, ou une petite tape sur l'épaule, c'est énorme sur le plan affectif. Lui, et c'est énorme parce que c'était vrai, le père aimait profondément ses enfants et sa femme. Donc, si vous voulez, c'est simplement une approche différente. Il n'y a personne qui a tort ou a raison, et le père n'est ni méchant ni gentil. On peut lui faire des reproches, évidemment, avec toute l'éducation qu'on a, et tout ce que l'on sait par rapport à l'éducation des enfants. Mais il était là. Et en fait, les deux garçons ont vécu ça complètement différemment. Et j'ai choisi le point de vue de Billy parce que je pense que c'est le seul point de vue qui est une étape vers la maturité. La rupture, à moins d'avoir un parent malade, toxique, ce qui n'était pas forcément... Il avait des attitudes toxiques, le père, mais c'était quand même quelqu'un qui apportait des choses positives. Il a structuré leur existence, il a toujours été présent, il était de plus en plus affectueux en vieillissant. Bon, il y a quelque chose, il s'est accroché, puis il y a quelque chose qui s'est créé avec son père. Et je pense que par contre, c'était pour lui, en tout cas, lui avait besoin de ce cheminement-là, mais qui s'est fait sur de longues années, mais il avait besoin de ce cheminement-là pour parvenir un jour à l'âge adulte. Et ça passait par le fait de ne pas rejeter le père ni le condamner. Et est-ce que ça a été dur à écrire, ce roman-là? Oui, ça a été très dur à écrire parce que j'ai appris à écrire le roman en l'écrivant. Un roman en écrivant. Il y a plusieurs versions de ce roman-là. Donc, j'ai appris et je suis, peut-être moins aujourd'hui, mais je suis quand même à la base une nouvelliste dans l'âme. Mais cette histoire-là ne pouvait pas s'écrire sous la forme d'une nouvelle parce que comme je voulais travailler vraiment un cheminement psychologique, ça passait par le roman. Et c'était très important puisque je vous dis, je traîne ces personnages-là depuis longtemps, donc à un moment donné, il fallait qu'ils s'en aillent. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai vraiment, si vous voulez, appris à écrire le roman. J'ai frappé des murs avec ce roman. J'en ai écrit d'autres qui sont jamais arrivés à maturité, mais je pense que si là, c'est arrivé à maturité parce que c'était que l'histoire me tenait vraiment à cœur. Pour des raisons à la fois rationnelles et irrationnelles. Vous savez, ce qui se passe dans ma tête depuis 20 ans avec cette petite fille, je ne sais pas d'où ça vient, mais il fallait à un moment donné que je raconte son histoire. Mais au niveau de l'écriture, la nouvelle et le roman, c'est complètement différent. Complètement, parce que
Il y a évidemment, la nouvelle est un texte court, donc vous allez travailler même en fonction de la lecture de la personne de façon complètement différente. Un roman, ça va être lu en plusieurs heures. Une nouvelle peut être lue en quelques minutes. Donc la mémoire que la personne va avoir par rapport au début du recueil, par rapport au début de la nouvelle et à la fin, fait que vous pouvez vraiment travailler la nouvelle comme une vue d'ensemble, vous voyez, très vite. Et vous pouvez travailler à la fois, enfin, ça se prête particulièrement à la fois, évidemment, au travail narratif, mais aussi au travail poétique, puisque comme il faut condenser l'écriture, la dimension poétique est très intéressante à travailler dans la nouvelle. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, j'aime beaucoup travailler sur cet équilibre. Et parfois, une nouvelle va être plutôt narrative, plutôt poétique. Parfois, il va y avoir un équilibre entre les deux. Et c'est ce que je trouve intéressant dans la nouvelle. Le fait aussi que, comme je n'aime pas tout dire, et ça se voit aussi dans les questions orphelines, comme je n'aime pas tout dire, la nouvelle, si vous voulez, est un terrain favorable pour travailler le non-dit, les silences. Donc, je trouve que la nouvelle se prête particulièrement à mon style d'écriture. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire un autre roman? Ah oui, tout à fait. J'ai un autre projet en ce moment qui est vraiment à l'état d'embryon, mais où là, effectivement, je vais travailler toujours sur ce thème du retour sur l'histoire familiale, mais dans une perspective différente et en intégrant aussi mon propre vécu. C'est la question de l'immigration. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas véritablement de Billy, mais la problématique de l'immigration par rapport aux origines et au lien familial est quelque chose qui, évidemment, m'intéresse particulièrement. Puis je pense que je suis arrivée à un stade de mon immigration où je peux commencer à l'intégrer. Parce que l'écriture, c'est aussi beaucoup pour moi, là aussi, je ne m'engage pas par rapport aux autres auteurs, mais c'est vraiment, pour moi, en tant qu'immigrante, depuis que je suis arrivée ici, vraiment un processus d'intégration psychologique, pas sociale ou professionnelle, mais vraiment psychologique à travers, tu vois, l'histoire, par exemple, des questions orphelines a dérivé vers Montréal, de Boston à Montréal. Dans mes nouvelles, certaines se passaient en France, d'autres se passaient au Québec, et j'avais besoin que certaines se passent au Québec, et de plus en plus d'entre elles se passent au Québec, parce que pour moi, c'est une façon aussi de m'ancrer. C'est particulier, mais c'est vraiment ce que je ressens dans mon écriture. Très intéressant. Merci. Et si tu me permets, Morgane, on va s'arrêter et au retour, Oui. on va parler de ton coup de cœur littéraire. Merci.